Merci beaucoup à Dominique de me permettre de revenir à mon alma mater, discuter de mes recherches avec vous. Je suis très, très contente d'être ici. Puis, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous parler de gouvernance sécuritaire en Asie du Sud-Est et plus largement en Asie-Pacifique, parce qu'il y a effectivement des ramifications très claires de la gouvernance sécuritaire de l'Asie du Sud-Est au reste de la région, comme on va le voir. De plus en plus, c'est une région à laquelle on réfère par le terme de Indo-Pacifique. Hein, c'est bien à la mode ces jours-ci. Je préfère encore appeler ça Asie-Pacifique, mais de qualifier la région, c'est toujours quelque chose de bien polémique. Je vais me concentrer en particulier sur une institution qui se retrouve vraiment au cœur de cette gouvernance sécuritaire en Indo-Pacifique, l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Et l'ASEAN, en fait, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est une institution internationale qui est très paradoxale. Sa longévité, en particulier, est paradoxale. C'est une institution qui a été fondée en 1967 et qui constitue un peu une anomalie ou un mystère, finalement, pour les chercheurs qui s'intéressent en relations internationales à la survie des institutions internationales. On ne sait pas bien quoi faire avec cette institution, donc l'ASEAN. Et ce que je propose de faire, c'est d'expliquer pourquoi on considère généralement l'ASEAN comme un paradoxe, mais aussi d'avancer un angle nouveau à la question du paradoxe de l'ASEAN afin de peut-être fournir une explication un petit peu plus satisfaisante. Puis cet angle nouveau-là que je développe, c'est celui du discours, dont on va parler beaucoup aujourd'hui aussi, et du rôle du discours dans la construction de l'ASEAN comme une communauté de sécurité, mais une communauté de sécurité qui est en devenir, qui n'est pas actualisée, qui n'est pas reconnue comme étant complètement en place. Donc, en relations internationales, pour bien comprendre, une communauté de sécurité, c'est normalement conçu comme un groupe d'États qui a renoncé à l'usage de la force comme un mécanisme légitime de règlement des différends. Et puis, ce qui est intéressant avec l'ASEAN, c'est que l'ASEAN se décrit elle-même comme une communauté de sécurité, ou du moins une communauté de sécurité en devenir, mais la façon dont l'ASEAN définit cette aspiration-là à devenir une communauté de sécurité est très, très, très différente de la façon dont la communauté de sécurité est habituellement envisagée en relations internationales quand on pense à l'OTAN ou éventuellement même l'Union européenne, etc. Et ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est finalement un petit peu c'est tout à fait en fait tiré d'un article sur lequel je travaille en ce moment qui s'interroge sur la façon dont l'ASEAN construit son identité comme communauté de sécurité, puis à travers en particulier une conception de la communauté de sécurité qui est une communauté centrée sur le peuple. Et ce que j'avance dans cet article-là, puis plus largement dans le projet de livre dans lequel s'inscrit cet article, c'est que l'ASEAN doit avant tout être conçue comme une communauté de discours. Et puis le discours dans cette perspective que j'utilise des relations internationales qu'on appelle parfois post-structuralistes, le discours, c'est pas la même chose qu'une prestation oratoire, par exemple, d'un chef d'État qui va donner un discours politique. C'est pas la même chose c'est pas réductible finalement à la question du langage parlé. Le discours, c'est plus large que ça. Ce qu'on considère comme étant le discours en relations internationales dans le cadre de cette perspective-là, c'est un cadre d'interprétation de la réalité. Comment on fait sens à travers le langage de la réalité qu'on observe, comment on l'interprète, puis comment, par le fait même, on produit cette réalité-là d'une certaine manière, en marginalisant les alternatives par la même occasion. Puis donc, je me concentre sur la question de la communauté de sécurité de l'ASEAN en m'intéressant au débat qu'il y a sur la construction de cette communauté de sécurité et qui constitue, pour moi, un champ discursif dans lequel il y a toute une série d'acteurs étatiques, non étatiques, qui se mettent à investir donc ce débat-là, débattre de la communauté de sécurité, débattre de l'essence de la sécurité, ce que ça veut dire la sécurité dans cette région,
puis débattent aussi des frontières de la communauté, ce qui fait partie de la communauté, ce qui n'en fait pas partie. Et c'est donc ce débat, finalement, qui vraiment porte sur à la fois donc, l'essence de la sécurité, puis les frontières de la communauté. Puis c'est un débat qui se retrouve à opposer 3 versions distinctes qui coexistent de la communauté de sécurité ASEAN, dont je vais vous parler en détail dans un instant. Puis ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces versions de la communauté de sécurité entre en compétition avec les autres, mais il y a aussi une importante contestation interne dans chacune de ces versions-là, puisque je vais faire aujourd'hui plus en détail dans un moment, c'est vous parler d'une de ces versions-là, qui est donc la communauté de sécurité centrée sur le peuple. J'ai inclus une page de ma présentation sur la méthodologie. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si ça vous intéresse d'en discuter, si vous prévoyez faire de la recherche dans cette région-là, on peut en parler. Mais très brièvement, j'ai une approche de la recherche qui est interprétative, qui se fonde sur une méthode en relations internationales puis dans d'autres disciplines qu'on appelle l'analyse de discours. Et puis, j'utilise une combinaison de données qui sont à la fois de la documentation écrite, mais aussi des entretiens avec des praticiens du régionalisme sécuritaire en Asie du Sud-Est, puis dans la région élargie, puis également, dans une certaine mesure, de l'observation participante de rencontres diplomatiques qui sont toutes sauf formelles, puisque les rencontres formelles ne sont accessibles à personne d'autre que les officiels eux-mêmes. Mais il y a quand même toute une série de rencontres plus informelles où on a accès à des officiels, mais également à des experts. Puis éventuellement, il y a des rencontres également non gouvernementales qui ont lieu autour de la gouvernance sécuritaire en Asie du Sud-Est avec des membres de la société civile, etc. Donc tout ça, ça me permet d'un peu dresser le portrait de ce débat-là qui a lieu sur la communauté de sécurité ASEAN. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif de la contestation entre les versions de la communauté de sécurité, je veux m'attarder un petit peu plus, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'ASEAN typiquement dans les cours de relations internationales, je veux m'attarder sur la question du paradoxe de l'ASEAN. Pourquoi l'ASEAN est considéré comme un paradoxe, puis pourquoi la question du discours peut permettre de faire sens de ce paradoxe, finalement, qui continue de mystifier un peu tout le monde, y compris les spécialistes de l'ASEAN eux-mêmes. Donc, d'abord, l'ASEAN est un paradoxe, la longévité de l'ASEAN est un paradoxe au plan de la puissance. Parce que l'ASEAN, c'est une organisation de sécurité, mais qui regroupe finalement des petits et moyens États et qui, malgré cette relative faiblesse en matière de puissance matérielle, se retrouve au cœur de toute une architecture de sécurité régionale en Asie-Pacifique qui rejoint non seulement l'Asie-Pacifique, mais également jusqu'à l'Union européenne. Donc, on a cette petite organisation à faible puissance, regroupant des petits et moyens États qui est vraiment au cœur d'une architecture plus large. Donc ça, fondamentalement, pour les approches conventionnelles de relations internationales, en particulier le réalisme, c'est un paradoxe. La deuxième raison pour laquelle l'ASEAN est un paradoxe, c'est parce qu'elle est faible également au plan institutionnel. Donc le fait qu'encore une fois, elle se retrouve au cœur de cette architecture régionale de sécurité, malgré sa faiblesse institutionnelle, en particulier lorsqu'on la compare à l'Union européenne, est paradoxal. L'ASEAN fonctionne selon une forme d'institutionnalisme qu'on appelle doux ou soft institutionalism en anglais. C'est vraiment l'idée que, d'une part, il n'y a pas de délégation de souveraineté nationale à une autorité supranationale, comme c'est le cas de l'Union européenne. On a un mode de fonctionnement qui est très informel, une prise de décision qui est non contraignante pour les États et qui fonctionne par consensus. Et puis, ce mode de fonctionnement institutionnel de l'ASEAN, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit également d'une faiblesse en termes de ressources matérielles et humaines en comparaison de l'Union européenne. Puis donc, juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous connaissez donc les populations, le niveau de population respectif
des États membres de l'ASEAN par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 511,8 millions en termes de population. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien on peut estimer la population des États membres de l'ASEAN ou de l'Asie du Sud-Est plus globalement? Plus ou moins? Levez la main si vous pensez que c'est plus. Donc, c'est effectivement un peu plus. 635,9 millions. Donc, en termes de population, on a une ASEAN qui regroupe une population qui est finalement un peu plus importante que celle de l'Union européenne. Si on s'intéresse au nombre d'employés qui travaillent à assurer le maintien de cette institution-là, la Commission européenne, à combien vous pensez? Juste un chiffre normal. N'importe quel chiffre. Commission européenne, nombre d'employés de la Commission européenne. Au hasard. 100 000. 100 000? C'est quand même un peu moins. On est autour de 33 000. Quelqu'un veut essayer de deviner combien pour l'ASEAN? Combien? 10 000? Environ 300. Environ 300. Non, mais c'est vraiment c'est des chiffres qu'on entend rarement quand on se met à comparer l'ASEAN et l'Union européenne, mais c'est intéressant quand même de souligner que la différence est énorme. On a 300 employés basés à Jakarta dans un petit secrétariat avec très, très peu de ressources qui est censé s'occuper de gouvernance sécuritaire, mais aussi socio-culturelle et économique d'une région qui comprend 635,9 millions d'habitants. Au plan du budget, pour le plaisir, budget de l'Union européenne, est-ce que quelqu'un a un estimé? Je ne suis pas bonne dans les chiffres non plus, donc aucun stress. Heureusement que je les ai notés là, d'ailleurs. 10 milliards. 10 milliards. C'est un peu plus. 215 milliards en équivalent dollars canadiens. L'ASEAN, oui? 10 milliards. 10 milliards. 25 millions de dollars canadiens. Bon, à nuancer un peu, c'est-à-dire que la contribution des États membres de l'ASEAN, la contribution totale des États membres de l'ASEAN est 25 millions de dollars canadiens. Puis là, on parle de budget annuel. Ça équivaut, parce que c'est comme ça que l'ASEAN fonctionne, c'est une contribution qui est fixée à 2,5 millions par État membre. Chaque État membre contribue le même montant pour s'assurer qu'il n'y a pas justement de problèmes de partage du fardeau, etc., où les uns ont plus de pouvoir parce qu'ils mettent plus d'argent, etc. Mais donc, on est obligé finalement de se baser sur le PIB de l'État le plus pauvre des États membres, le Laos. Et donc, on a une contribution qui équivaut par État membre à 0,0001% du PIB de l'État le plus pauvre du membership de l'ASEAN. Ça nous amène à ce 25 millions de dollars canadiens. En plus, par contre, l'ASEAN bénéficie d'un financement externe. Ces 10 partenaires de dialogue contribuent l'équivalent de 400 millions de dollars canadiens par année au budget de fonctionnement de l'ASEAN en partie, mais surtout à des projets de coopération régionale sur tout un tas de domaines. Puis c'est condensé donc, dans un fonds externe qui sert à financer ces projets-là. Mais on est très loin entre ces 400 millions de dollars évidemment du budget de l'Union européenne. Donc, ça vous donne une idée juste du comparatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette différence fondamentale-là en termes de ressources matérielles puis de ressources humaines, les attentes qu'on a envers l'ASEAN sont finalement pas si différentes des attentes qu'on a envers l'Union européenne. Ce qui fait qu'on est constamment déçus, finalement, que l'ASEAN ne puisse pas réaliser ses attentes. Et c'est aussi dû beaucoup à l'organisation elle-même qui définit ses attentes d'une manière qui est finalement quasiment impossible à réaliser étant donné ses ressources matérielles et humaines, puis étant donné les contraintes et oui, certainement le manque de volonté politique des États membres à faire plus et à éventuellement déléguer des pouvoirs à une autorité supranationale. Et donc, malgré cette faiblesse institutionnelle, mais un peu en raison de cette faiblesse institutionnelle, l'ASEAN demeure au cœur de cette institution, de cette architecture régionale
plus large. Je dis en raison de sa faiblesse institutionnelle parce que l'ASEAN, de ce fait-là, du fait de sa faiblesse de puissance et de sa faiblesse institutionnelle, est un peu vu comme une plateforme inoffensive, neutre, où l'ensemble des puissances régionales qui ont des intérêts très, très contradictoires, on peut penser à la Chine puis aux États-Unis en particulier, peuvent se réunir à la même table et discuter selon des termes qui sont fixés par l'ASEAN précisément parce qu'elle est considérée comme étant ce terrain neutre et inoffensif où on peut avoir cette discussion. L'ASEAN, la longévité de l'ASEAN est finalement paradoxale pour une dernière raison, et ça a à voir avec la dimension normative. Et c'est très important, cette dimension normative, pour comprendre cette façon dont l'ASEAN a de se positionner vraiment au cœur de cette gouvernance régionale sécuritaire. L'ASEAN est particulièrement connue pour sa culture diplomatique un peu particulière, qu'on réfère souvent par l'appellation ASEAN Way, ou la voie ASEAN, ou la façon de faire ASEAN. Et c'est une culture diplomatique qui est fondée sur tout un tas de principes, y compris l'informalité, la non-confrontation, un respect très, très strict du principe de non-ingérence dans les affaires internes, le consensus et la consultation comme mode de prise de décision. Il n'y a pas de vote au sein de l'ASEAN. Et c'est ça qui, encore une fois, permet à l'ASEAN de rassembler, de vraiment offrir un terrain où une discussion et un débat peut avoir lieu sur les questions sécuritaires entre des États aux préférences très divergentes et aux intérêts très divergents. Et donc, l'approche de l'ASEAN en matière de gouvernance sécuritaire régionale, c'est vraiment de fournir les conditions de la paix à travers ce dialogue. Donc, on est beaucoup moins dans une approche qui est axée sur les résultats, sur l'obtention le développement et de moyens concrets pour régler des problèmes immédiats. On est beaucoup plus dans une approche indirecte. On crée les conditions de dialogue qui vont ultimement permettre aux États de renoncer à la guerre et d'entretenir des relations pacifiques, puis donc d'assurer la stabilité régionale. Le pendant négatif, évidemment, de cette culture diplomatique, qui est très souvent mis de l'avant, c'est la difficulté de l'ASEAN à, encore une fois, donner lieu à ces résultats concrets face à des problèmes criants, comme on a une carte ici qui retrace l'existence de conflits intra-étatiques et d'autres menaces comme des attentats terroristes, etc. On a une petite caricature ici qui réfère aux réfugiés Rohingyas, donc qui fuient la persécution au Myanmar et vers différents pays, mais y compris ceux de l'Asie du Sud-Est. Et on a tout en haut, caricature que j'aime bien aussi, qui porte sur l'approche de l'ASEAN face au conflit en mer de Chine méridionale. L'ASEAN essaie de proposer des solutions à ces problèmes-là, mais dépend de sa culture diplomatique qu'elle doit respecter. Puis donc, ça crée toute une série de problèmes en termes de solutions concrètes aux problèmes. Et c'est ce qui nous ramène donc à la question du paradoxe, qui s'applique aussi à la dimension normative. Donc, en plus de la faiblesse au plan de la puissance, de la faiblesse institutionnelle, on peut éventuellement parler d'une faiblesse normative, c'est-à-dire qu'il y a un consensus aujourd'hui très net que la culture diplomatique de l'ASEAN est à la fois nécessaire à la survie de l'organisation, parce qu'on a affaire à un membership très diversifié, encore une fois des intérêts très divergents, non seulement de la part des membres de l'ASEAN, mais également de ses partenaires, la Chine, les États-Unis, le Japon, etc. Donc, on a cette culture diplomatique qui permet à tout le monde de converger ensemble puis discuter des problèmes sécuritaires. En même temps, ça empêche l'organisation de fournir des solutions concrètes aux problèmes et ça la maintient dans une espèce de statu quo qui finalement semble de plus en plus intenable. Donc, on fait vraiment place à un paradoxe où l'ASEAN Way est nécessaire, mais doit être abandonné en même temps. Donc, ça met l'organisation dans, évidemment, une position un petit peu délicate. Donc, si on résume,
on a un groupe de petites et moyennes puissances qui est au cœur de cette architecture régionale, ce qui est en soi un paradoxe. On a une faiblesse institutionnelle, mais également un refus de réformer l'organisation, de développer des moyens de mettre plus de ressources dans son fonctionnement. Et on a également pardon, ce paradoxe au niveau normatif, c'est-à-dire qu'on a cette ASEAN Way qui empêche l'ASEAN de progresser, mais qui aussi est également une espèce de cible mouvante, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de tentatives de réforme de l'ASEAN Way, modifier la pratique du principe de non-ingérence, modifier la pratique du consensus, etc., qui ont toutes avorté dans les faits, mais qui ont peut-être eu des effets en pratique qu'on mesure mal. Donc, c'est très difficile, finalement, d'utiliser l'ASEAN Way également comme explication à ce qui se passe au sein de l'ASEAN, parce que ça sert d'explication à ce qui va bien, puis ça sert d'explication à ce qui va mal en même temps. Puis donc, on a vraiment un ensemble d'explications qui nous permettent de comprendre pourquoi l'ASEAN ne va pas mieux, mais on comprend très mal comment ça se fait que finalement, avec tous ces types de faiblesses et toutes ces contraintes et toutes ces limites, l'ASEAN continue encore aujourd'hui d'être considérée comme la seule solution possible aux sources d'insécurité. C'est une solution qui est imparfaite, c'est une solution qui doit être réformée, qui doit être appuyée, qui doit être renforcée, mais personne n'a encore réussi à convaincre la majorité des acteurs de la région qu'on a besoin de quelque chose d'autre. On continue de soutenir cette organisation, puis de s'associer finalement à l'entreprise d'en faire quelque chose de plus, de meilleur, etc., etc. Puis donc, moi, ce que je propose comme explication à ça, ça passe par le discours. Ça passe par la capacité de l'organisation à être en mesure de déployer un pouvoir discursif qui, justement, permet de convaincre tout le monde que malgré ses faiblesses, on continue de miser sur l'ASEAN, on continue de la soutenir, de la développer. Donc, je vais revenir à mon argument de départ, que l'ASEAN est une communauté de discours, et plus particulièrement que c'est une communauté de discours qui est produite et reproduite à travers un débat sur la communauté de sécurité, sur à la fois ce que c'est que la sécurité régionale en Asie du Sud-Est puis en Indo-Pacifique, mais également quelles sont les limites appropriées de cette communauté-là. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a 3 versions très distinctes, potentiellement même incompatibles à certains égards, de la communauté de sécurité ASEAN vers laquelle on est censé tendre, qu'on est censé renforcer. Donc, la première version de cette communauté de sécurité, c'est l'idée que la première source d'insécurité régionale provient de toute une série de menaces non militaires et transnationales à la sécurité. C'est vraiment la particularité des sources d'insécurité qui affectent la région, en particulier depuis la fin de la guerre froide, mais aussi après la crise asiatique de 1997. On a toute une série d'événements qui nous poussent à croire que vraiment la source de l'insécurité première dans cette région, c'est vraiment les menaces non militaires et transnationales à la sécurité de l'État en particulier. Et ça passe beaucoup par un accent qui est placé sur le crime transnational organisé, comme étant vraiment cette menace commune au sein de l'ASEAN qu'il faut combattre pour assurer la résilience de notre entreprise de construction de la communauté de sécurité. Dans le cadre de ces discours-là, on avance souvent l'argument que finalement l'ASEAN a été très utile à assurer une paix relative en Asie du Sud-Est. Les États de l'ASEAN ne se sont pas fait la guerre depuis la création de l'organisation. Les États de l'ASEAN. Les États de l'ASEAN, c'était 5 États au départ, c'en est 10 aujourd'hui. Donc, les États d'Asie du Sud-Est ont continué de se faire la guerre après la création de l'ASEAN, pas les membres de l'organisation, par contre. À partir du moment où les États entraient dans l'organisation ASEAN, on ne s'engageait plus dans la pratique de la guerre. On est passé très, très proche à plusieurs reprises, par contre.
Donc là, après, c'est de savoir qu'est-ce qui compte finalement comme une guerre ou comme un conflit armé entre les États. Il y a eu des conflits armés entre les États qui ne se qualifient pas de guerre. On a fait très attention à ce qu'on ne puisse pas dire que c'était des guerres, etc. Donc, on considère que la guerre entre les États, la guerre interétatique, ça appartient au passé. Ça appartient à la période de la guerre froide ou même avant. On est rendu à d'autres choses. On est au 21e siècle. On s'intéresse à ces menaces transnationales et non militaires. La deuxième version de la communauté de sécurité va vraiment situer la source de l'insécurité régionale dans un retour vers le futur, si on veut, un retour aux considérations traditionnelles militaires de défense en matière de sécurité. On est aux prises avec une rivalité grandissante au plan stratégique entre la Chine et les États-Unis. On peut également parler du Japon, parler de l'Inde. Donc, on a vraiment cette inquiétude de cette résurgence des possibilités de déstabilisation puis de conflits traditionnels. On est aux prises à partir de 2009 environ à une nouvelle phase de tension en mer de Chine méridionale, avec des ramifications, évidemment, en mer de Chine de l'Est également. Donc, on est très inquiet de ça. Évidemment, bon, le cas de la Corée du Nord, vraiment qui est une question finalement de dissuasion nucléaire, de prolifération nucléaire, inquiète beaucoup. Et donc, on se retrouve à avancer une idée de la communauté de sécurité où, d'une part, l'approche de l'ASEAN qui est très indirecte, qui permet le dialogue entre les États dans l'optique de limiter les risques de conflits ouverts, est remise à l'avant-plan comme étant très importante. Mais on a également de plus en plus l'impression qu'il faut faire plus, qu'il faut faire davantage. Mais je ne vais pas m'attarder trop là-dessus aujourd'hui, parce que je veux vraiment parler de cette troisième version de la communauté de sécurité ASEAN, qui, à son tour, reconnaît que, oui, les menaces non militaires et transnationales sont importantes, mais pas nécessairement juste parce qu'elles affectent la sécurité de l'État puis son monopole légitime de la violence, puis son contrôle sur ses frontières puis sur son territoire, mais parce qu'elle atteint la sécurité des populations des États membres de l'ASEAN au quotidien. Donc, ce sont finalement des menaces, disons, à la sécurité humaine, en quelque sorte, même si c'est un terme qui n'est pas reconnu par l'ASEAN parce qu'on considère que c'est un terme ou un concept qui a une origine occidentale et puis qui est beaucoup trop centré sur l'individu plutôt que la communauté et qui sert souvent de prétexte à l'intervention de puissances externes dans les affaires internes. Donc, on n'adopte pas le terme de la sécurité humaine, mais on reconnaît quand même une dimension humaine à l'insécurité et on développe cette idée que l'ASEAN devrait finalement être plus pertinente pour avancer la sécurité, le bien-être, la dignité des populations qui en font partie, devrait également inclure davantage la société civile dans les solutions qu'elle développe pour assurer cette gouvernance sécuritaire. Puis donc, on arrive avec cette idée de la communauté de sécurité centrée sur le peuple ou orientée sur le peuple selon certains États un petit peu réticents à vraiment centrer sur le peuple. On a un débat rhétorique qui continue de se produire entre les États membres à ce niveau-là, mais on a vraiment cette reconnaissance de la dimension humaine de la sécurité puis du fait que la population d'Asie du Sud-Est est un référent à la sécurité. C'est-à-dire, quand on parle de référent à la sécurité, on parle de réponse aux questions « la sécurité pour qui ?» Donc, c'est plus seulement la sécurité pour l'État, bien que ça fasse partie de l'équation, mais c'est aussi la sécurité de la population. Puis donc, je veux me concentrer aujourd'hui sur cette troisième version parce que, pour montrer d'une part que, bon, non seulement ces trois versions-là ne sont pas nécessairement incompatibles, mais il y a quelque chose de profondément divergent entre elles, puis ça donne lieu à toute une série d'ambiguïtés puis de tensions, mais également, chacune de ces versions est le sujet de contestation interne. Puis je veux vous montrer, finalement, de quoi ça a l'air, cette contestation interne à l'intérieur de cette version de la communauté de sécurité qui est supposément centrée sur le peuple. Et donc, il y a un débat qui a cours sur ce que ça veut dire pour l'ASEAN d'être centré sur le peuple. Puis c'est un débat qui découle beaucoup
de la participation croissante de la société civile, du milieu des ONG à la définition de la communauté de sécurité. Et ce débat-là a lieu sur deux dimensions distinctes, l'essence de la sécurité et les frontières de la communauté, comme dans l'ensemble des autres versions. Donc, l'essence de la sécurité, dans cette version de la communauté de sécurité ASEAN, on a une tension, donc, entre les deux référents à la sécurité, l'État puis la population. La version officielle, le discours officiel de l'organisation du secteur gouvernemental, c'est que les deux sont entièrement compatibles, que si on renforce la sécurité de l'État, forcément va en découler la sécurité de la population. Et donc, l'État, contrairement au concept de sécurité humaine qu'on n'aime pas trop au sein de l'ASEAN, l'État, ce n'est pas le problème, la solution passe également par l'État. L'État a, dans une certaine mesure, cette responsabilité de protéger la population. C'est une responsabilité de protéger qui est tronquée à l'échelle de l'ASEAN, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la possibilité que la communauté internationale puisse jouer dans nos affaires internes, mais on reconnaît que oui, l'État a une certaine responsabilité, puis l'ASEAN, par le fait même, à assurer les conditions de la sécurité quotidienne de sa population. Évidemment, le secteur des ONG a un petit problème avec cette interprétation-là et va souligner à travers différents moyens que, en fait, il y a très souvent, en particulier dans cette région, une incompatibilité assez directe entre le renforcement de la sécurité nationale et la sécurité de la population, mais pas de la population dans son ensemble très cohérent qu'on décrit quand on parle de la communauté centrée sur le peuple. Le peuple, évidemment, ça n'est pas une catégorie cohérente et unifiée. Et donc, dans le discours de l'ASEAN, on a tendance à écarter plusieurs segments de la population qui, implicitement, ne sont pas considérés comme faisant partie du peuple qu'on essaye de protéger. On peut penser aux populations autochtones, on peut penser à tout un tas de groupes minoritaires, y compris LGBTIQ en Asie du Sud-Est. On peut penser aux femmes, donc les expériences particulières des femmes de l'insécurité ne sont pas tellement prises en compte, même si ça commence à changer. On peut penser aux réfugiés. On peut penser à toute une série de segments de la population, finalement, qui sont écartés de cette définition du peuple. Et c'est ce qui nous amène donc au deuxième élément, qui est vraiment les frontières de la communauté. Qui fait partie du peuple, qui n'en fait pas partie, qui fait partie des gens qu'on doit protéger et qui n'en fait pas partie. Et évidemment, le secteur du non-gouvernemental ou du milieu des ONG, qui est évidemment une agrégation d'intérêts et de perspectives idéologiques, etc., très, 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 très variées. Il y a quand même, par contre, une cohérence au sein du secteur non gouvernemental qui participe au processus régional. C'est-à-dire qu'il y a tout un paquet d'ONG qui refusent toute interaction avec l'ASEAN parce que c'est une créature de ces gouvernements, puis de gouvernements principalement autoritaires. Par contre, il y a un pan de la société civile en Asie du Sud-Est très bien organisé et qui développe non seulement des relations entre elles au niveau régional, mais se constitue comme un pendant ou un régionalisme alternatif qui interagit avec l'ASEAN pour essayer de transformer la façon dont l'ASEAN fonctionne et le type de solution qu'elle met en place. Puis donc, je me suis intéressée en particulier à la façon dont ce pan de la société civile ou non gouvernementale entre dans un dialogue avec l'ASEAN pour essayer de redéfinir la façon dont l'organisation définit son projet de communauté de sécurité, puis le met en place donc, à travers toute une série de mécanismes. Et j'ai identifié finalement la façon dont, malgré toute une série de contraintes qui sont posées à la façon dont le secteur non gouvernemental peut effectivement tenter d'influencer l'organisation puis le secteur gouvernemental. Puis on peut en parler dans la période de questions si ça vous intéresse, mais les contraintes sont très nombreuses. Il y a quand même une façon
dont le secteur non gouvernemental arrive à développer une espèce de pouvoir discursif, à se constituer comme une autorité légitime dans la définition de la gouvernance sécuritaire, puis avec un certain nombre d'effets sur le processus régional officiel. Puis donc, je me suis intéressée en particulier à 3 pratiques discursives qui sont employées par le milieu des ONG pour entrer dans ce débat avec l'ASEAN. La première, c'est une pratique, bon, les termes en français ne sont pas tout à fait, sont pas très jolis. Si vous avez des suggestions pour qualifier chacune de ces pratiques en français, je suis tout à fait ouverte à ça. La première, donc, que j'appelle le calibrage, c'est vraiment la capacité des organisations non gouvernementales, puis une capacité qui se développe très, très vite, à naviguer la structure institutionnelle de l'ASEAN, qui est très, très complexe. On n'entrera pas dans les détails, mais l'ASEAN fonctionne par piliers, donc avec des secteurs très, très, très définis, qui va vraiment dans le sens contraire, a priori, de la façon dont les ONG pensent aux problèmes comme étant intersectoriels, puis comme ayant des dimensions sécuritaires, mais aussi des dimensions sociales, puis développementales, etc. Ça va très... Il y a vraiment un clivage très marqué entre la façon dont l'ASEAN opère, puis la façon dont le milieu non gouvernemental pense aux questions sécuritaires en particulier, puis aux questions de sécurité humaine. Mais de plus en plus, le secteur non gouvernemental est en mesure de naviguer cette structure-là, c'est-à-dire qu'on va, en particulier pour ce qui est de la question du trafic des personnes, au sein de l'ASEAN, on va vraiment être en mesure de naviguer différentes institutions puis d'adapter notre stratégie en fonction de l'institution avec laquelle on interagit. C'est-à-dire que, comme exemple concret, il y a beaucoup d'ONG qui se sont mobilisées, qui ont pris part à des consultations sur l'adoption d'une convention de l'ASEAN sur la protection des droits des femmes et des enfants. Et puis, elles ont vraiment amené la question du trafic des personnes comme étant une dimension très, très, très importante qui devait absolument être intégrée à la Convention. Et on a souligné en particulier la dimension genrée du trafic des personnes comme étant de la prérogative des entités au sein de l'ASEAN qui s'occupaient de développer cette convention-là. En même temps, et ça, c'était vraiment, avec l'objectif de faire en sorte qu'on ne voyait pas le trafic des personnes uniquement comme un crime transnational, comme une menace à laquelle il fallait s'opposer, mais qu'on prenait en compte, évidemment, la protection des victimes, finalement, dans le genre de politique qu'on mettait en place, puis évidemment des victimes féminines en particulier. Par différents moyens, simultanément, on a aussi développé un engagement avec les acteurs du milieu de la défense puis de la sécurité publique. Et ça s'est fait à travers, justement, le fait que le trafic des personnes est considéré comme un crime transnational. Et on a réussi à développer une collaboration avec un certain nombre d'entités qui sont rattachées à la coopération sécuritaire et politique au sein de l'ASEAN pour vraiment essayer d'intégrer cette nécessité de protéger les victimes, puis encore une fois, de ne pas juste traiter la question du trafic des personnes sous le prisme du law enforcement. Je ne trouve jamais de bon terme pour traduire ça, mais vraiment d'avoir une approche qui est uniquement sécuritaire, de façon à protéger le territoire contre une menace externe, etc. Vraiment prendre en considération les victimes. Et puis, l'ensemble de ces considérations-là, de ces éléments-là, ont fini par transparaître donc dans une convention distincte, la Convention de l'ASEAN sur le trafic des personnes, qui a été adoptée en 2015 et qui, bien sûr, est de l'ordre du langage officiel puis de la rhétorique, mais permet aux organisations de la société civile de s'engager dans une deuxième stratégie discursive. À partir du moment où on a fait en sorte qu'on reconnaît les éléments que la société civile mettait de l'avant dans la façon dont on traite le trafic des personnes, on peut utiliser ça comme un levier. Puis donc, une deuxième pratique qui est souvent utilisée par le milieu des ONG dans son dialogue avec l'ASEAN, c'est la pratique de reflet, ce que j'appelle mirroring en anglais. C'est l'idée vraiment de renvoyer l'organisation
de lever un miroir finalement face à l'organisation puis de la renvoyer à elle-même. C'est-à-dire qu'on va prendre la façon dont l'ASEAN elle-même définit ses objectifs, son rôle, son mandat, sa mission, et on va lui dire, bien, regardez, on va souligner cette différence entre la rhétorique puis la pratique pour dire, bien là, vous avez un problème parce que votre rhétorique ne s'accompagne pas ou est contraire à la façon dont vous pratiquez les choses en pratique. Désolée pour la répétition. Puis donc, c'est une pratique qui a été vraiment mise de l'avant dans la façon dont les ONG se sont mobilisées en ce qui concerne la crise des Rohingyas en particulier. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vraiment renvoyé l'ASEAN face à ses propres contradictions et on a beaucoup utilisé la façon dont l'ASEAN définit son mandat de devenir une communauté de sécurité centrée sur le peuple. Si l'ASEAN est une communauté de sécurité centrée sur le peuple, ce qui se passe avec les Rohingyas, ça ne devrait pas arriver si l'ASEAN était efficace. Et donc, c'est vraiment différent que de commencer à dire non, l'ASEAN ne se conforme pas aux standards de la communauté internationale, elle ne respecte pas les droits humains, etc., qui est une forme de rhétorique qui fonctionne finalement assez mal dans une région qui se veut distincte de l'Occident, a un passé colonial assez important et est très réticente à avoir des puissances externes puis des acteurs occidentaux en particulier commencer à dire aux États membres quoi faire. Donc, à la place, la société civile qui a très bien saisi ce problème-là renvoie l'organisation à sa propre définition des choses. Et une troisième stratégie dont je veux parler, c'est une stratégie que j'appelle la mutation. C'est-à-dire que c'est une pratique où là, les organisations de la société civile vont vraiment adopter le langage officiel et proposer des amendements très incrémentaux à ce langage-là. On va prendre le langage officiel puis on va étendre sa signification le plus possible. Et donc, c'est tout à fait ce qui s'est passé pour expliquer le changement de rhétorique de l'ASEAN entre une communauté qui était orientée sur le peuple à une communauté qui était centrée sur le peuple. Le terme « communauté centrée sur le peuple », ça a vraiment été développé par les ONG au départ. Le secteur gouvernemental a eu tendance à oublier ça de façon assez stratégique, mais ont récupéré donc cette rhétorique graduellement parce que ça faisait en sorte que l'organisation avait une meilleure posture, avait une meilleure image, etc. Et puis graduellement, donc, de plus en plus, on voit la société civile, dans son dialogue avec l'ASEAN, mettre de l'avant l'idée de communauté portée par le peuple, people-driven, pour ajouter encore un niveau de contrainte finalement sur l'organisation, puis en renvoyant ça à la pratique de reflet, c'est-à-dire à partir du moment où l'ASEAN, où certains gouvernements de l'ASEAN, disons, plus progressistes, c'est-à-dire plus portés vers le changement, comme l'Indonésie, comme les Philippines avant Rodrigo Duterte, évidemment, mais ont eu tendance à adopter cette perspective de la communauté de sécurité people-driven. Donc, c'est quelque chose qui est un peu en cours et ça va permettre, éventuellement, si c'est adopté, de pousser davantage pour une forme de participation de la société civile qui est moins contraignante que ce qui est le cas donc, actuellement au sein de l'ASEAN. Puis donc, pour conclure, ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, finalement, puis à travers ce projet-là en particulier, c'est que le discours joue un rôle important dans la construction de la communauté de sécurité ASEAN. C'est pas pour dire que le discours est tout puissant, puis est capable de tout changer, puis est capable de régler la question des Rohingyas, mais que malgré tout, il y a quelque chose qui se passe à l'échelle du discours qui a des effets politiques sur ce qui se passe au sein de l'ASEAN et que c'est important d'en prendre compte, en particulier si on cherche à expliquer comment ça se fait que l'ASEAN réussit à se maintenir, à subsister. Puis les ONG participent à cette résilience de l'ASEAN en continuant d'investir des ressources pour s'engager dans un débat, en continuant d'allouer de l'énergie à essayer de changer les choses de l'intérieur, à faire ces espèces de changements incrémentaux. Je doute qu'ils soient fous, pour être honnête. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils arrivent effectivement à faire à travers ça, mais c'est peut-être pas ce qu'ils prévoient ou ce qu'ils ont en tête nécessairement, parce que le pendant de ça, c'est de renforcer la position de l'ASEAN comme étant la solution à l'insécurité. On continue de miser sur cette organisation-là plutôt que de miser sur d'autres formes de réponses qui pourraient peut-être être plus compatibles avec les objectifs ultimes
de la société civile pour ce qui est de l'émancipation humaine ou de vraiment assurer la sécurité humaine puis la responsabilité de protéger d'une façon qui soit vraiment plus efficace, finalement. Puis donc, l'ASEAN, encore aujourd'hui, continue, comme je vous le disais, d'être très largement considérée comme la solution viable, appropriée, la seule possible, finalement, aux sources de l'insécurité. Et ça a, finalement, beaucoup à voir avec le fait qu'elle continue d'être un talk shop, mais un talk shop qui n'est pas sans effet et où le discours, donc, joue vraiment un pouvoir productif dans la résilience de cette organisation. Donc, je suis encore une fois très heureuse d'avoir pu vous parler de ça aujourd'hui, puis j'espère que vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Il est 12h30, c'est exactement le temps qui est alloué. On a du temps pour des questions, des commentaires. Oui, donc ce que j'avais. Merci pour la conférence d'avant, c'était vraiment intéressant. Mais vous avez mentionné que l'ASEAN choisit de ne pas adopter la notion de sécurité humaine explicitement. Si je comprends bien, je veux juste clarifier, c'est à cause de ce qui est lié au R2P, ou genre, mettons, une notion occidentale. C'est comme un rejet de l'Occident qui justifie la décision de ne pas prendre la sécurité humaine, ou c'est aussi des considérations pratiques au sein des États eux-mêmes? Ben, c'est probablement un peu des deux. Okay, je vous enlève la copie de mon bureau à l'écran qui n'est pas très intéressante. Donc, ça prédate le débat sur la responsabilité de protéger, ce rejet de la sécurité humaine. Donc, c'est une notion qui a été développée dans les années 90 à travers le rapport de l'ONU sur le développement humain, qui a vraiment mis cette notion-là de l'avant, puis qui voulait vraiment mettre l'accent sur la nécessité de considérer la sécurité plus seulement sous le prisme de l'État, mais en considérant l'individu. Puis il y a eu toute une série de débats autour de ce que ça voulait dire d'adopter une approche de sécurité humaine. Il y a eu des approches très différentes qui ont été avancées, d'une part par le Canada, qui vraiment mettait l'accent sur freedom from threat ou freedom from harm. Je ne sais plus exactement comment c'était formulé, j'ai un trou de mémoire, mais c'était vraiment l'idée de protéger les individus en situation de conflit armé. En Asie, en particulier par le biais du Japon puis de la Thaïlande, on a avancé une définition beaucoup plus large de la sécurité humaine, pas par les gouvernements, hein, on s'entend, mais par des acteurs asiatiques qui ont investi le débat au sein des Nations unies puis qui ont dit la sécurité humaine, c'est plus que la protection, la survie physique ou l'intégrité physique, c'est aussi le bien-être, c'est aussi la dignité. Puis donc, on a introduit tout un paquet de dimensions à la sécurité humaine. La sécurité alimentaire est un exemple, la sécurité environnementale, etc., etc. La sécurité identitaire même. Il y a eu tout un paquet d'éléments qui ont été rapportés à cette définition de la sécurité humaine qui étaient, disons, peut-être plus compatibles avec la façon dont certains gouvernements considéraient la sécurité. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que le pedigree asiatique de cette notion de sécurité humaine-là a un peu été oublié à dessein, j'ai envie de dire, parce que ça a servi un peu c'est venu s'ajouter à tout un débat qui avait lieu autour des valeurs asiatiques, autour des droits humains dans la région. Puis donc, on avait des gouvernements profondément autoritaires qui commençaient à utiliser un argument, encore une fois, pouvoir discursif, hein, puis de dire, nous, en Asie, on est différents, on a des traits culturels, on a des considérations historiques particulières qui font que les droits humains, ça ne marche pas chez nous. Pas parce qu'on ne veut pas contribuer à la prospérité puis à la sécurité des populations, mais parce que les droits humains, fondamentalement, c'est une notion libérale, c'est une notion occidentale, c'est centré sur la primauté de l'individu, alors que nous, on préfère une approche qui est plus collective, etc. Et il y a eu la même forme de résistance, finalement, à la sécurité humaine, ou du moins dans la partie de sa définition qui correspondait à une approche un petit peu plus invasive, on va dire, en matière de politique interne. Puis donc, la sécurité humaine, aujourd'hui, fait partie du lexique de sécurité, y compris des officiels. C'est simplement que l'ASEAN, comme organisation, ne reconnaît pas le concept, puis utilise ça comme un prétexte, oui, en quelque sorte, pour rejeter quelque chose qui est vu comme étant profondément occidental, puis développer à la place un concept très différent, qui est le concept de soit sécurité globale, comprehensive security, ou sécurité non traditionnelle, où on lie l'État et la population ensemble. Mais ça nous permet de
d'éviter les questions un petit peu plus sensibles, ou qu'est-ce qui arrive quand les deux sont en opposition, qu'est-ce qui arrive avec les guerres antidrogue à droite à gauche, qu'est-ce qui arrive avec les mesures antiterroristes. Donc, le meilleur exemple de cette incompatibilité-là, puis de la façon dont les gouvernements, même quand ils acceptent la notion de sécurité humaine, la récupèrent puis la retournent finalement contre certains segments de la population, c'est le cas des Philippines, mais pas celui que vous pensez, c'est-à-dire que la loi antiterroriste aux Philippines, communément appelée Human Security Act. Évidemment, les activistes des Philippins locaux sont... on ne peut plus les arrêter quand on soulève ce sujet-là. C'est évidemment très, très, très problématique parce que c'est vraiment une loi qui sert à limiter les libertés civiles sous prétexte de protéger le peuple. C'est une tendance qu'on voit dans les pays occidentaux aussi. Hein. Il y a de la surveillance dans les villes, etc., donc il ne faut pas l'oublier. Ça ne se passe pas seulement en Asie. Mais c'est ça. Donc, j'espère que ça répond à la question. C'était un peu long. Oui? C'est complexe tout ça. Parce que là, on parle de sécurité en termes, j'allais dire, on a une approche militaire, on a l'approche des droits de la personne, mais de l'individu, des communautés. Il y a la sécurité économique également, la sécurité environnementale. Est-ce que ce ne serait pas d'autres facteurs qui peuvent nous aider à comprendre le paradoxe de l'ASEAN? Quel facteur vous auriez en tête? C'est vrai qu'actuellement, la dynamique régionale c'est très actif, c'est très dynamique actuellement. La Corée du Nord, les visites territoriales de la Chine, les ambitions militaires du Japon. Bon, ça, alors quand on parle de ça, on parle d'une problématique qui est matérielle. Mais il y a également d'autres problématiques, par exemple environnementales, le réchauffement climatique, l'aggravation des catastrophes. Tout à fait. Qui ont une conséquence, qui ont un impact direct sur la sécurité à la fois nationale et aussi individuelle des populations, des gens dans les populations. On peut parler également de considérations économiques. Le conflit Chine, la Chine actuellement est de moins en moins, j'allais dire, prospère, il faut choisir ces mots. Il y a conflit commercial avec les États-Unis. Ça crée donc de l'insécurité économique qui a des impacts directs également sur les nations, de façon globale mais individuelle. Alors, de façon plus globale, on a d'autres éléments qui affectent la sécurité nationale. Alors, quelle part ça prend dans le discours et est-ce que ça ne contribue pas à expliquer le paradoxe que vous soulevez là, sur la longévité? Bien, en fait, c'est ce que j'essayais d'amener. J'ai pas pu parler de chacune des trois versions de la communauté de sécurité en détail, mais l'ensemble des considérations que vous abordez peuvent être triées dans ces trois versions-là, selon moi. Donc, je ne suis pas encore arrivée à une quatrième version. Même les menaces environnementales, puis ça, c'est très intéressant. L'ASEAN a tendance à parler des considérations, tout ce qui est pandémie, catastrophes naturelles, etc., qui ont des effets très, très concrets sur la sécurité des populations, a tendance à les aborder sous le prisme de la sécurité non traditionnelle parce qu'on ne veut pas parler de sécurité humaine. Donc, on se dit, regardez toutes ces menaces, le crime organisé, la piraterie, le terrorisme, mais aussi les catastrophes naturelles, les pandémies, etc., etc. Puis ça ouvre la voie, hein, encore une fois, une des tensions que je n'ai pas eu trop le temps d'aborder aujourd'hui, mais des tensions entre les versions, finalement. Où là, on se dit, bon, on a ces menaces-là, mais finalement, à un instant, ce n'est pas des menaces vraiment à la sécurité de l'État, ou du moins, c'est des menaces à la sécurité de l'État dans le sens où ça affecte sa capacité à fournir des solutions et à être le pourvoyeur de sécurité sur son territoire, donc ça affecte la légitimité de l'État, en quelque sorte. Mais avant tout, ce sont des considérations de sécurité qui affectent en priorité, finalement, des populations locales. Donc, on a comme cette espèce de tension entre les types de sécurité. Puis après, ce que je vois beaucoup dans votre question aussi, ça se rapporte à quelle est la meilleure définition de la sécurité, finalement? Est-ce qu'il y a une question de la sécurité, est-ce qu'il y a une façon de définir la sécurité qui est finalement qui correspond davantage à la situation objective empirique? Puis, il y a beaucoup de gens qui vont justement adopter une ou l'autre des versions, dire non, la vraie source d'insécurité, c'est vraiment la Corée du Nord, puis la Chine et les États-Unis, la mer de Chine méridionale, c'est vraiment la première source d'insécurité. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est les considérations de catastrophes naturelles, éventuellement, oui, la sécurité alimentaire, économique, etc.
Et puis, on se retrouve dans un débat sans fin, finalement, où tout le monde s'entend que l'ensemble des menaces ou de ces défis-là existent, mais il y en a qui ont préséance sur les autres, peut-être. Et puis après, c'est toute la question de qu'est-ce qui est sécurité puis qu'est-ce qui n'est pas sécurité. Puis ça a été beaucoup abordé dans le cadre de ces débats-là aussi, c'est-à-dire que les gens qui privilégient une approche de la sécurité qui est vraiment axée sur la défense, sur la guerre, sur tout ça, on va avoir tendance à dire « c'est bien, les pandémies, les catastrophes naturelles, c'est super important, mais c'est des enjeux de développement. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. » Donc, c'est de moins en moins défini comme ça, parce qu'on considère que c'est très, très bon pour la posture publique des forces armées, d'aller charrier des sacs de sable, puis voilà. Très, très, très bon. L'armée thaïlandaise, en particulier, est une professionnelle des opérations de relations publiques autour de la gestion des inondations, puis tout ça. Très, très, très bon. Puis donc, ça permet, et ça, les forces armées de la région en sont très, très conscientes, ça permet une espèce d'expansion de la mission, finalement, où les forces armées se ramassent à fournir des solutions à l'ensemble des problèmes, puis quelque part, à se retrouver de plus en plus mis de l'avant, puis avec plus de budget, plus de puissance, plus de légitimité auprès de la population, dans des pays où le contrôle civil des forces armées n'est pas tout à fait nécessairement super au point. Et donc, il y a tout un paquet de limites ou de considérations qu'il faut avoir dans comment on définit les enjeux, finalement, auxquels on fait face. Dire sécurité, c'est très, très, très efficace pour dire « Ah oui, c'est important, c'est dangereux, il faut mettre des ressources là-dedans, etc., etc. » Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le développement? Pourquoi le développement n'est pas au top des considérations? Parce que c'est un produit de discours, de dire que la sécurité, c'est ce qui est important, ce qui est extraordinaire, ce qui est dangereux, ce qui est risqué, etc. Puis, ça permet de mettre beaucoup de ressources dans des acteurs ou des institutions qui, peut-être, n'ont pas la meilleure des solutions pour arriver à une meilleure situation de la sécurité humaine dans cette région-là. Oui? Oui, d'abord, merci beaucoup. Je vais revenir sur, justement, l'interaction entre les différentes versions sur la sécurité proposée. Dans quelle mesure est-ce que l'idée que, sont adoptées par les acteurs, mais comment est-ce qu'elles peuvent être adoptées de façon contextuelle, disons, par un même acteur pour atteindre des objectifs qui soient les mobiliser stratégiquement? Puis, de ce point de vue-là, un peu pour rebondir sur la conclusion, l'idée que la consolidation d'un discours alternatif par des ONG dans le but de recentrer sur d'autres enjeux, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas un risque de cooptation de la part d'élite de ce discours-là, puis dans le fond d'avoir consolidé un répertoire discursif, symbolique, qui sert simplement à légitimer ses propres pratiques dépendamment des contextes, puis à reproduire justement ce frame-là qui est, somme toute, dysfonctionnel. Je vais prendre les questions séparément, mais ce sont d'excellentes questions. Donc, la première question, c'est sur la façon dont les acteurs mobilisent certaines versions pour peut-être avancer des objectifs stratégiques. Certainement, moi, dans mes recherches, j'essaie de ne pas trop aller ouvrir la tête des acteurs pour savoir quels sont les vrais motifs stratégiques, puis qu'est-ce qui est juste, on fait ça parce qu'on considère que c'est la chose appropriée à faire. J'entre pas là-dedans. Je reste agnostique sur la part de stratégique puis de social, finalement, qui est là-dedans. Mais ça se voit très bien que privilégier une certaine définition de la sécurité, ça permet de promouvoir certains mécanismes de renforcement de l'ASEAN sur une des directions. C'est-à-dire que, puis ça se passe de plein de façons différentes. C'est-à-dire que, les officiels au sein de l'ASEAN ont très souvent tendance à privilégier la première version, à dire oui, la guerre, ça appartient au passé. Regardez, on se concentre sur les menaces transnationales non militaires. C'est stratégique dans la mesure où c'est ce que l'ASEAN est le mieux outillé pour faire. C'est-à-dire que comme on est dans une organisation où il y a consensus, il y a non-ingérence, etc., on ne peut pas commencer à dire à la Chine quoi faire ou aux États qui ont des revendications contradictoires en mer de Chine de s'asseoir dans une pièce puis de régler ça. L'ASEAN n'a pas ce pouvoir-là, n'a pas ce mandat-là parce qu'elle fonctionne par consensus. Puis si elle fonctionne par consensus, quand on a 4 États membres qui ont des revendications contradictoires en mer de Chine,
impossible à régler. Il faut que ça se règle entre eux. L'ASEAN ne peut pas avoir de rôle là-dedans. Elle peut avoir un rôle de facilitateur, elle peut avoir un rôle indirect, mais elle ne peut pas avoir de rôle là-dedans. Donc, plutôt que de renvoyer l'ASEAN au fait de dire, bien, regardez le problème crucial auquel vous faites face, la mer de Chine méridionale, vous êtes totalement inadapté pour régler ça, donc à quoi vous servez? Mais l'ASEAN, très stratégiquement, a tendance à dire, ben non, les vraies menaces, elles sont ailleurs, puis regardez l'ensemble des mécanismes et des ressources qu'on est capable de mettre là-dedans parce qu'on arrive à s'entendre ensemble là-dessus. C'est une menace commune. C'est construit comme une menace commune aussi, ça ne l'est pas nécessairement. Quand on commence à identifier les sources de la drogue en Asie du Sud-Est, puis qu'on commence à voir que, ben, ça vient de tel État ou tel État, l'ASEAN n'est pas plus outillée pour aller dire à cet État-là « Hey, fais quelque chose avec ton problème de drogue pour pas que ça se ramasse chez nous ». Pas du tout non plus, mais il y a une façon de définir le crime transnational au sein de l'ASEAN qui permet cette espèce d'idée que tout est beau, que tout est consensuel, qu'on peut tous être à la table ensemble, s'entendre sur des mécanismes de coopération, puis que tout va marcher, puis regardez donc comme l'ASEAN est bonne. Donc ça se passe. En priorisant la sécurité traditionnelle, entre guillemets, comme étant la priorité, par exemple la mer de Chine, encore une fois, on a tout un paquet d'acteurs, des experts en particulier, qui poussent cette interprétation-là au sein de l'ASEAN en disant, encore une fois, regardez comme vous êtes incapable de faire face aux vrais enjeux, aux crises là, qui sont en face de vous là. Donc, vous devriez adopter tel amendement à votre façon de fonctionner, telle ressource supplémentaire, faire vraiment arriver à avoir un front commun puis une position commune face à la Chine. Puis, ce qui est quelque chose qui est très, très difficile au sein de l'ASEAN puis qu'elle essaie de faire parce que l'organisation est très habile à essayer de développer ses pratiques sur l'ensemble des plans. Mais c'est beaucoup plus compliqué de ce fait-là, mais ça sert quand même à pousser l'ASEAN dans cette direction-là, dans la direction qu'on veut qu'elle prenne. Puis même chose pour quand les ONG utilisent cette troisième version de la sécurité, puis cette pratique de dire, regardez, vous dites que vous êtes centré sur le peuple, mais regardez ce qui se passe avec les Rohingyas, c'est un peu la même chose. Sur la question de la cooptation, c'est c'est beaucoup abordé dans la littérature sur le rôle de la société civile. Il y a des contraintes très claires. Puis effectivement, très clairement, c'est stratégique de la part de l'ASEAN de commencer à dire « Oui, regardez la participation de la société civile qu'on permet, etc. On va s'asseoir avec eux. » Puis finalement, les ONG sont parfaitement conscientes de ce qui se passe puis ils n'arrêtent pas de râler là-dessus. Hein. Ils se retrouvent dans des rencontres, des interfaces avec les officiels où ils savent très bien que personne ne les écoute, ils notent, ils font une présentation PowerPoint qui dure 20 minutes puis il y a une période de questions de 5 minutes. Les activistes posent leurs questions, puis on évite, puis finalement, on n'a plus de temps, donc on s'en va. Moi, j'ai assisté à ça, puis il y a une frustration immense autour de ça. Mais ça sert, c'est repris par les organisations de la société civile qui ne sont pas du tout naïves sur ce qui se passe. Elles le savent très bien, mais elles vont renvoyer ça, puis s'en servir comme forme de mobilisation, puis s'en servir quand c'est le moment d'aller dans la rue, puis quand c'est le moment de faire des boycotts, puis de mobiliser les médias étrangers, puis des grandes ONG internationales pour dire « Regardez ce que l'ASEAN nous fait, c'est une fausse consultation, ils ne nous ont pas écoutés, donc on quitte la pièce, les médias se précipitent là-dessus, puis évidemment, ça atteint beaucoup l'ASEAN dans son identité, c'est-à-dire que les agents de l'ASEAN qui s'identifient à cette organisation-là se sentent concernés quand on les attaque, puis qu'on dit que ils font mal les choses puis qu'ils ne sont pas efficaces. Ça les atteint dans vraiment une sécurité. En relation internationale, il y a un concept super intéressant qui s'appelle la sécurité ontologique. C'est la sécurité du sens de soi, du sens de l'identité. Puis l'ASEAN, comme agrégation d'êtres humains, a une face qu'elle veut préserver aussi. Et puis, les ONG arrivent à jouer là-dessus un petit peu. Évidemment, elles ne sont pas toutes puissantes puis elles n'arrivent pas à renverser des tendances qui, je veux dire, est-ce que n'importe quelle autre organisation dans le monde serait en mesure de régler la crise des Rohingyas? Honnêtement, est-ce que l'ONU peut faire quelque chose? Très sincèrement, j'en doute. Donc, c'est aussi le pouvoir de l'ASEAN qu'on continue tous de penser que l'ASEAN doit faire plus puis peut faire plus. Parce que, je veux dire, qui peut faire quoi que ce soit dans cette crise qui a des ramifications historiques hyper complexes? Il y a des choses à faire. Ça ne passe pas nécessairement par une réponse gouvernementale, à mon avis. Ça ne passe pas nécessairement par l'ASEAN. Et bizarrement, tout le monde continue d'attendre que l'ASEAN fasse quelque chose. Et ça, pour moi, en soi, c'est une preuve de la force de l'ASEAN quelque part. Même si, évidemment, ça lui cause beaucoup de tort au niveau de sa réputation.
sur le dernier. Si, disons, ton auditoire, c'était un panel à essai avec des réalistes, des néolibéraux, des constructivistes, des postcoloniaux, ce serait quoi ton argument pour défendre l'analyse discursive comme une meilleure approche qu'une approche réaliste de soft balancing ou une approche néolibérale? Ce serait quoi, en quoi tu dirais, j'apporte un éclairage que vous ne pouvez pas apporter puis qui explique plus que ce que vous expliquez? Bien, pour moi, c'est vraiment d'expliquer la résilience de l'ASEAN. C'est-à-dire que l'ensemble des approches que je ne falsifie pas, par ailleurs, je trouve qu'il y a du bon dans l'ensemble de ces approches-là parce que ça dépend de la question qu'on pose. Puis, la question qui a intéressé la plupart des gens, c'est pourquoi l'ASEAN ne fonctionne pas mieux. Donc, très bien, il y a différentes explications, puis évidemment, elles ont toutes leurs avantages puis leurs inconvénients. Moi, ce que je décide, c'est de prendre une direction inverse qui est d'arrêter de poser la question constamment dans ces termes-là, parce que l'ASEAN a eu 50 ans il n'y a pas longtemps, alors que tout le monde, depuis sa création, n'arrête pas de dire « ça va durer 5 minutes, puis ça va être fini ». Et là, on est là face à ce truc qui subsiste avec toutes ses limites, avec tous ses problèmes, mais qui est encore là. Puis quelque part, de continuer à dire « ah ouais, l'ASEAN pourrait aller mieux, etc. » Bien, c'est bien, mais juste, à un moment donné, on finit par répéter toujours les mêmes choses. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment l'ASEAN survit malgré tout. Puis les constructivistes ont apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Mais aujourd'hui, la réponse qui est vraiment ancrée dans le rôle des normes, pour moi, du point de vue de ma perspective, elle est un peu problématique parce que ces normes-là, on ne sait pas comment elles sont pratiquées au quotidien. Puis ça, c'est un autre projet de recherche dont je pourrais vous parler, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la façon dont ça se passe concrètement à travers des pratiques puis des débats d'individus qui sont au cœur de ces mécanismes-là. De savoir que l'ASEAN considère que c'est très important la non-ingérence, bien, c'est très bien, mais ça ne nous donne pas d'indications sur la façon dont c'est pratiqué. Puis il y a toute une série de brèches au principe de non-ingérence qui sont opérées dans l'histoire de l'organisation constamment. Puis c'est toujours par le biais du discours et des pratiques qu'il faut chercher à comprendre ça. C'est pas en faisant des grandes déclarations sur le fait que oui, l'ASEAN, c'est la non-ingérence, le consensus puis la consultation. Moi, je m'intéresse à ce que ça veut dire en pratique, comment c'est mis en forme par les acteurs, comment c'est compris puis interprété par les acteurs. Puis je pense que c'est ça qui me permet d'avoir un angle nouveau. C'est pas une question de falsifier les réalistes ou les libéraux. Et c'est une division saine du travail, selon moi, en théorie des relations internationales. Je pose des questions différentes par rapport à ce que ces gens-là ont posé et continuent de poser. Et puis, j'avance donc un angle différent, finalement, pour comprendre mieux cette organisation-là. Il est moins 10, donc je sais pas si c'est une dernière question. Sinon, ben, merci beaucoup. Merci à Stéphanie d'être venue. Puis, on a tout enregistré, donc on aura ça en ligne bientôt. Puis je voulais dire ça, c'est la deuxième fois. Il y avait Maria qui était venue alors qu'elle travaillait sur un article. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de travailler sur un papier aussi. Donc, c'est le fun parce qu'éventuellement, d'ici 2 ans, vous aurez un article de Stéphanie Martel sur le discours l'ASEAN. J'espère avant 2 ans. Et on voit un peu comment ça se fait. On teste des idées, on essaie de se positionner par rapport aux autres théories. Puis on dit, ce que tu fais, c'est à droit en disant tu ne vas pas contester, tu n'essaies pas de falsifier les autres, mais tu dis moi je pose d'autres questions. Ça, c'est une autre stratégie aussi. Donc, en prenant des questions qui n'ont pas été posées, ça peut donner un éclairage de groupe et ça te permet aussi de te situer dans un champ de recherche. Mais merci beaucoup. Merci.